Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, qui doit être jugé le mois prochain dans une affaire de pots de vin vieille de plus de 20 ans avec le groupe français Thales, n'a plus de défenseur depuis ce mercredi. Après la mort de son père Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby a pris le pouvoir. Et selon Saleh Kebzabo, figure de l'opposition tchadienne, cela ressemble à un coup d'État. Et puis, un camp militaire a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan par des hommes armés non identifiés. 3 d'entre eux ont été tués. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, qui doit être jugé le mois prochain dans une affaire de pots de vin vieille de plus de 20 ans avec le groupe français Thales, n'a plus de défenseur depuis ce mercredi. Son principal avocat, Eric Mabouza, et son équipe ont signifié au tribunal leur retrait. Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, poursuivi devant la justice dans un dossier de corruption, devra recourir à d'autres avocats pour sa défense. Sans explication, le principal avocat qui le défendait jusque-là a démissionné. Nous vous informons par la présente que le cabinet d'avocats Mabouza se retire en tant que défenseur de l'accusé numéro 1, peut-on lire dans la lettre en référence à Jacob Zuma. Muzi Sikakane, l'autre avocat fidèle de l'ancien président, se serait également retiré de l'équipe de défense, selon des médias sud-africains. Ce retrait laisse à Zuma moins d'1 mois pour former une nouvelle équipe de défense avant le procès prévu le 17 mai, qui pourrait ainsi connaître de nouveaux retards. Jacob Zuma, 79 ans, doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption, racket liés à l'achat en 1999 du matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président. L'accusation affirme qu'il a reçu des pots de vin de l'une de ces entreprises, le géant français de la défense Thales, qui fait également l'objet d'accusations de corruption et de blanchiment d'argent dans le cadre de la vente d'armes. Zuma, comme Thales, ont protesté de nombreuses fois contre ces accusations. La semaine dernière, une cour d'appel a ordonné à Zuma de rembourser l'équivalent de quelques 1,5 million d'euros de frais d'avocat cumulés au fil des ans, affirmant que les contribuables n'avaient pas à les assumer. Au pouvoir entre 2009 et 2018, Jacob Zuma avait été contraint à la démission après une série de scandales. Au lendemain de l'annonce de la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, qui a dirigé le pays pendant 30 ans, son fils Mahamat Idriss Déby est le nouvel homme fort du Tchad. Il prend la tête d'une junte militaire et concentre tous les pouvoirs. Pour les partis politiques de l'opposition, il s'agit là d'un coup d'État institutionnel. Suivons un extrait de leur déclaration. Condamne avec fermeté le coup d'État institutionnel opéré par les généraux après la mort du président de la République, Idriss Déby Itno, rejette toute dévolution monarchique du pouvoir au Tchad. 3. Appelle à l'instauration d'une transition dirigée par les civils dans le respect de l'ordre républicain. Mettre en garde les autorités françaises, notamment le président français Emmanuel Macron, les ministres des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et les généraux de l'armée française, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Tchad. Appelle la population tchadienne à ne pas obéir aux décisions illégales, illégitimes et irrégulières prises par le Conseil militaire de transition CMT, notamment la charte de transition, le couvre-feu et la fermeture des frontières, etc.,
et à demeurer vigilant contre toute forme de prise de pouvoir ou de sa confiscation par la force. Je ne peux qu'être d'accord avec ceux qui condamnent pour l'instant la mise en place d'un organe militaire. Cela ressemble à un coup d'État, c'est ce qu'a déclaré Saleh Kebzabo, figure de l'opposition tchadienne. On le suit. Je ne peux que m'inscrire dans la ligne de ceux qui, pour le moins, condamnent la mise sur pied d'un organe militaire. Cela ressemble à un coup d'État. Et ça ne devrait pas être un coup d'État. Et par conséquent, il fallait tout simplement mettre en jeu les mécanismes institutionnels qui existent, à savoir la Constitution du Tchad, qui prévoit des cas de vacances de pouvoir, assurés par le président de l'Assemblée nationale, qui a l'obligation d'organiser des élections dans un délai de 90 jours. Le problème n'est pas d'accepter ou de ne pas accepter. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire actuellement en urgence, c'est un dialogue. Il faut que toutes les forces vives de la nation se rencontrent et qu'ensemble, on dise quelle est l'architecture nouvelle de notre pays. Le Tchad est obligé de s'inscrire dans la réalité internationale d'aujourd'hui, qui est que l'Union africaine, les Nations unies, imposent des conditions qu'il faut respecter, condamnent les coups d'État. Et ça, il faut en prendre acte. Et veulent qu'on respecte les institutions propres au pays, c'est-à-dire la Constitution et les autres organes. Du Tchad, allons en Côte d'Ivoire, où un camp militaire a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan par des hommes armés non identifiés, dont 3 ont été tués. Il s'agit d'un assaut mystérieux 3 semaines après une double attaque meurtrière contre les forces de l'ordre dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'attaque qui a visé la base militaire de Ndotré dans le nord d'Abidjan a été confirmée mercredi midi par l'armée dans un communiqué qui ne donne aucune indication sur son origine ou ses motivations. Dans la nuit du 20 au 21 avril, aux environs de 1 heure locale et GMT, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire dans la commune d'Abobo avec l'intention certaine d'y pénétrer de force. La réaction immédiate des sentinelles de faction a donné lieu à des échanges de tirs nourris, obligeant les assaillants à prendre la fuite. C'est ce qu'a déclaré dans ce communiqué le chef d'état-major général des armées. Le bilan provisoire fait état d'un blessé léger côté ami, de 3 tués et 1 blessé fait prisonnier côté ennemi, selon le communiqué qui précise que des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent et que la situation sécuritaire était sous contrôle. Selon une source sécuritaire s'exprimant sous couvert d'anonymat, l'attaque a été menée par un groupe d'individus venus à bord d'un véhicule type 4x4 de couleur noire et de taxi. Un passeport et un permis de conduire du Libéria ont été retrouvés sur 2 des assaillants tués, selon des sources. La base militaire de Ndotré abrite le 2e bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire, qui intervient pour le compte des forces de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est déclaré préoccupé par cette attaque, selon son porte-parole. Cette mystérieuse attaque intervient 3 semaines après un double assaut meurtrier contre les forces de défense et de sécurité attribuées à des djihadistes dans le nord de la Côte d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso. D'une attaque à une autre, des hommes armés ont attaqué une université dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Ils ont kidnappé un nombre encore indéterminé d'étudiants et ont tué un employé de l'établissement selon les autorités locales. Il y a eu une attaque vers 20h15 heure locale la nuit du mardi, a expliqué à l'AFP le porte-parole de la police locale. Les bandits présumés ont envahi l'école en grand nombre, a-t-il ajouté. Des étudiants ont été enlevés, mais nous ne savons pour l'instant pas combien, assure-t-il. 2 responsables de l'université ont déclaré à l'AFP qu'au moins 20 étudiants manquent à l'appel sans que l'on sache combien d'entre eux ont été enlevés ou réussi à s'échapper. Samuel Arouan, ministre local de l'Intérieur, a confirmé l'attaque dans un point de presse qu'il a tenu sur place, ajoutant qu'un employé de l'université avait également été tué dans l'attaque. Depuis plusieurs mois, des gangs armés, communément appelés bandits, dans cette région du Nigeria, procèdent à des kidnappings de masse dans les établissements scolaires en échange de rançons.
730 enfants et adolescents ont été enlevés depuis le mois de décembre. Début mars, à Kaduna déjà, des hommes armés avaient attaqué le pensionnat d'un lycée professionnel, enlevant 49 élèves, dont seuls 10 ont été libérés. Leur ravisseur avait publié des vidéos insoutenables où l'on voit les victimes être fouettées et demander le paiement d'une rançon à leur famille et aux autorités. Lors d'une conférence de presse tenue la semaine dernière, le président de l'association des parents d'élèves avait dénoncé l'inaction des autorités de l'État de Kaduna qui ont interdit toute négociation avec les bandits. Les enfants ne peuvent pas se laver depuis 36 jours, ils ne mangent pas bien, ils n'ont pas d'eau potable pour boire, ils n'ont pas de vêtements, pas de médicaments, suppliait Friday Sani. Plusieurs États du nord et centre du Nigeria ont imposé la fermeture de leurs établissements scolaires pour des raisons de sécurité, faisant craindre une aggravation de la déscolarisation, particulièrement des filles, dans ces régions pauvres et rurales qui comptent déjà le plus fort taux d'enfants n'allant pas à l'école dans le pays. Et puis, la Cour internationale de justice entend les arguments des Congolais qui réclament à l'Ouganda des réparations pour le conflit qui a opposé les deux nations de 1999 à 2003. Le chef de la mission congolaise auprès de l'Union européenne, Paul Crispin Kakosi Bin Boulongo, a affirmé que contrairement aux allégations de l'Ouganda, la réparation demandée par son pays n'a rien d'excessif ou d'arbitraire. On le suit. Les faits illicites commis par l'Ouganda à l'encontre de la République démocratique du Congo ont fauché la vie de nombreux de nos soldats, affecté de manière profonde et durable son infrastructure et son environnement, meurtri sa population civile et épuisé son économie et ses ressources naturelles. Contrairement aux allégations de l'Ouganda, la réparation demandée par mon pays n'a rien d'excessif ni d'arbitraire. La méthode rigoureuse que nous avons suivie a eu pour effet, au contraire de minorer, et certainement pas d'exagérer, la réparation due par l'Ouganda. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.